Bienvenue dans Secrets de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un moment souvent un peu tendu dans une carrière, l'entretien d'embauche. Ah oui, le fameux face-à-face. C'est ça, le moment décisif. Mais on oublie parfois que une grosse partie du jeu se fait bien avant, non? C'est tout à fait ça. On le voit comme un test en examen, alors qu'en fait c'est avant tout une conversation stratégique. Il faut y montrer sa valeur. Et pour notre discussion aujourd'hui, on s'appuie pas mal sur le guide ultime de l'entretien d'embauche réussi. Et ce guide, il insiste sur une chose simple, la préparation. Une préparation vraiment rigoureuse. C'est ça qui fait la différence. C'est ce qui transforme le stress en confiance, finalement. Exactement. L'assurance vient de là. Donc, l'objectif pour nous, c'est clair, on va essayer de décortiquer un peu tout ça, dégager les stratégies, les astuces pour que tout le monde, jeune, diplômé ou plus expérimenté, puisse aborder ça avec plus de sérénité et plus d'impact aussi. Aller au-delà des conseils un peu bateaux. C'est l'idée. Et pour ça, on va suivre une démarche assez logique, inspirée du guide d'ailleurs. D'abord, tout le travail de préparation avant. C'est énorme. Le travail en amont, oui. Ensuite, comment gérer le jour J? Parce que là, chaque détail compte, vraiment. Et puis, ne pas oublier l'après. Ce qu'il faut faire une fois l'entretien terminé. C'est important pour maximiser ses chances et aussi pour apprendre. Parfait. Alors, commençons par le commencement, cette fameuse préparation stratégique. Le guide le dit bien, c'est pas juste relire son CV la veille. Ah non, c'est bien plus que ça. C'est une vraie immersion, comme vous disiez. Une immersion. Oui, une immersion. Et ça commence par une enquête. Une enquête assez poussée sur l'entreprise, sur le poste. Il faut aller creuser plus loin que la page d'accueil du site web, quoi. Le guide pousse vraiment à devenir une sorte de mini-expert. D'accord. Comprendre la culture, les valeurs. Pas juste les mots affichés, mais ce qu'il y a derrière. L'histoire aussi. Et surtout la vision stratégique. Où est-ce qu'ils veulent aller? Et concrètement, comment on fait pour creuser? Le guide parle des rapports annuels, des communiqués de presse, suivre sur LinkedIn, Twitter, mais est-ce qu'il y a des pistes peut-être moins évidentes? Oui, il y a une astuce intéressante que le guide mentionne. C'est d'aller regarder les anciennes offres d'emploi de l'entreprise. Ah oui! Pour le même type de poste. Exactement, ça permet de voir comment les attentes ont pu évoluer, quels sont les sujets qui reviennent tout le temps. C'est très instructif. Et puis, il faut aussi comprendre l'environnement, les concurrents, comment l'entreprise se situe sur le marché, et même les grandes tendances du secteur. Montrer qu'on a compris l'écosystème global, en fait. Pas juste l'entreprise dans sa bulle. Voilà, c'est ça. Et en parallèle de cette recherche externe, il y a l'analyse fine de la description du poste. Là, on revient sur le concret du rôle. Identifier les compétences vraiment clés, les responsabilités. Et surtout, faire le lien, très précisément, avec son propre parcours, ses expériences. Voir où ça matche parfaitement, comme on dit. Et peut-être aussi où il y a des petits écarts, où il faudra argumenter un peu plus. C'est ça, c'est une étape d'auto-évaluation assez critique. Une fois qu'on a cette vision claire, cette sorte de cartographie, eh bien, vient le moment de travailler son propre récit, sa propre histoire. Ah, le fameux storytelling appliqué à soi-même. On peut dire ça comme ça, oui. Il ne s'agit pas de réciter son CV, mais de construire une narration, une histoire professionnelle qui soit cohérente, logique et percutante. Pour pouvoir répondre à la question piège, la question classique, parlez-moi de vous. Le guide insiste là-dessus, sur ce pitch rapide. Oui, tout à fait. Avoir une trame, une présentation éclair, concise, mais marquante, qui met en avant pourquoi votre parcours est pertinent pour ce poste-là. D'accord. Et ça mène directement à la motivation. Pourquoi cette entreprise particulière? Pourquoi ce rôle spécifiquement? Et là, les réponses doivent être spécifiques. Nourries par la recherche qu'on a fait avant, faut pas sortir des généralités. Il faut montrer comment nos propres envies, nos aspirations, s'alignent avec ce que l'entreprise cherche, ses défis. Montrer qu'on a réfléchi à notre impact potentiel. C'est exactement ça. C'est là qu'on sort du lot, qu'on montre une vraie réflexion stratégique. Parlons d'un point souvent délicat. Les forces et les faiblesses. Pour les forces, le guide dit quoi? Aller au-delà des adjectifs bateaux, donner des preuves. Absolument. Des preuves tangibles.
Pas juste dire « je suis organisé ». Non. Plutôt « j'ai mis en place un nouveau système de classement ». Résultat, on a réduit le temps de recherche des documents de 20%. Des chiffres, de l'impact concret. Ouais. C'est ça qui parle. Et pour les faiblesses, alors là, l'approche est un peu plus nuancée que le classique « ah ben, je suis perfectionniste ». Ah bon? Mhm. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il propose, ce guide? Il conseille d'identifier une vraie faiblesse, souvent quelque chose de technique ou lié à un outil peut-être. Mais attention, quelque chose qui ne soit pas rédhibitoire pour le poste évidemment. Et le point clé, c'est de montrer qu'on travaille dessus, activement. Comment ça? Par exemple, bon, c'est vrai que ma maîtrise de tel logiciel n'était pas optimale. Du coup, j'ai suivi une formation intensive le mois dernier. Et d'ailleurs, je l'utilise maintenant sur ce projet perso pour m'entraîner. Ah oui, c'est malin. Ça transforme la faiblesse en preuve d'initiative, de volonté d'apprendre. Exactement. On déplace la discussion vers la proactivité, l'apprentissage continu. Très habile. Et le troisième pilier de cette préparation, d'après le guide, c'est l'anticipation des questions. J'imagine que c'est essentiel pour réduire le trac, préparer des réponses. C'est fondamental. On pense bien sûr aux questions classiques, les incontournables. Oui, le fameux « Parlez-moi de vous, pourquoi vous postulez, où vous voyez-vous dans 5 ans ?» Vos forces, vos faiblesses, pourquoi on devrait vous choisir vous, racontez-nous une réussite ou un échec et ce que vous en avez appris. Pour toutes celles-là, il faut avoir des éléments de réponse solides, préparés. Mais le guide ne s'arrête pas là. Il parle aussi des questions comportementales, celles qui cherchent à comprendre comment on a agi dans le passé pour prédire un peu l'avenir. C'est là qu'intervient la méthode STAR. Précisément. STAR, c'est l'acronyme pour situation, tâche, action, résultat. Ces questions, elles visent à comprendre comment on fonctionne concrètement. Donc avec STAR, on donne un cadre structuré pour répondre, on décrit le contexte, la situation, puis l'objectif, le défi, la tâche. Ensuite, très important, les actions spécifiques qu'on a menées personnellement, pas « on a fait », mais « j'ai fait ». Et enfin, les résultats obtenus. Et ne pas oublier les leçons qu'on en a tirées, le fameux résultat. D'accord, donc l'idée c'est de préparer à l'avance plusieurs scénarios STAR qui illustrent différentes compétences, la gestion de conflits, le travail sous pression, l'initiative. C'est ça. Mais préparer des réponses pour toutes les situations imaginables, ça paraît énorme, non? Est-ce que le guide donne une piste pour prioriser? C'est une excellente remarque, oui. Non, le guide ne dit pas de préparer 50 scénarios, heureusement. Il suggère plutôt d'en avoir 5 à 7 bien solides, qui couvrent les compétences vraiment clés demandées dans l'offre. Et les situations les plus fréquentes. Un conflit, un moment de rush, un échec, un succès, une prise d'initiative. L'important, c'est surtout de maîtriser la méthode STAR, pour pouvoir l'adapter assez vite si une question un peu différente arrive. L'agilité est plus importante que l'exhaustivité totale. Ok. Ça semble plus gérable comme ça. Et quitte des questions un peu pièges Oui. ou juste déstabilisantes. Le genre « si vous étiez un animal » ou « votre plus grand regret professionnel ». Alors, pour ces questions-là, le guide explique que l'objectif du recruteur, c'est moins la réponse en elle-même que d'observer votre réaction. Comment on gère l'inattendu en gros? Voilà. Est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on fait preuve d'un peu de créativité, de recul, de pensée critique? Le conseil principal est assez simple finalement. Respirez. Prenez une seconde pour réfléchir. Ne pas se sentir obligé de répondre à la seconde. Surtout pas. Une réponse posée, même si elle n'est pas parfaite, vaut 1000 fois mieux qu'une réponse balancée dans la panique ou l'agacement. Il faut montrer qu'on sait analyser, pas qu'on a réponse à tout instantanément. Bon, eh bien ça fait une préparation sacrément stratégique effectivement. Mais même avec tout ça, arrive le jour J. La pression monte. Ah oui. Le guide doit avoir des conseils pour gérer ce moment précis, j'imagine. Absolument. Et c'est notre deuxième grand point, la maîtrise du jour J. Parce qu'une super préparation peut être complètement ruinée par une mauvaise exécution. La forme, ça compte autant que le fond. On commence par la base, la logistique. La ponctualité, c'est le b.a.-ba, non? Non négociable. C'est le respect élémentaire. Donc, oui, planifier son trajet, prévoir large pour les imprévus. Le guide y recommande d'arriver 10-15 minutes en avance. Pas trop tôt, pas trop tard.
C'est ça. Justement, certains craignent d'arriver trop en avance, de gêner à l'accueil, de paraître désœuvré. Le guide en parle, hein. C'est une bonne question, oui, c'est une préoccupation qu'on entend. Le guide argumente que ces 10-15 minutes, elles sont surtout utiles pour soi. Pour se poser, souffler un coup, s'imprégner un peu de l'ambiance du lieu, relire 2-3 notes clés. D'accord. Il ne s'agit pas de camper dans le hall 1 heure avant, hein, mais juste d'éviter le stress de la course de dernière minute. Et ça montre qu'on est organisé. Logique. Et la tenue? Le guide reste sur le classique. En cas de doute, mieux vaut être un peu trop formel que pas assez. C'est un peu ça, oui. Tout en essayant de s'adapter à la culture de l'entreprise si on a pu la sentir un peu avant. Mais l'essentiel, c'est le soin. Propre, repassé. Ça dégage du professionnalisme. Éviter peut-être les couleurs trop flashy ou les accessoires qui distraient. Et ne pas oublier son petit dossier. Plusieurs exemplaires du CV, la lettre, peut-être un portfolio si c'est pertinent. Et un truc tout bête, un carnet et un stylo. Ah oui, indispensable. Ça paraît simple, mais ça envoie un signal fort. Ça montre qu'on est impliqué, organisé, qu'on prend l'échange au sérieux. Tout à fait. Alors, une fois qu'on est dans la place, pendant l'entretien lui-même, au-delà de la politesse de base, le sourire, regarder dans les yeux, écouter sans couper, C'est la communication non verbale et verbale qui prend le relais. Le fameux langage corporel. oui, le langage corporel entretien d'embauche, comme le dit le guide, se tenir droit mais pas raide, éviter de gigoter, parler clairement, d'une voix posée. C'est exactement ça. Il faut projeter de la confiance. Mais attention, une confiance qui vient de la préparation solide qu'on a faite. C'est pas de l'arrogance. Un débit de parole maîtrisé, pas trop rapide, pas marmonné. Une posture ouverte, pas les bras croisés. Un sourire sincère. Tout ça, ça aide à créer une bonne connexion. Et si malgré tout, une question nous déstabilise? On avait dit prendre un instant. Comment on le formule élégamment? Plutôt que de bafouiller ou de paniquer, on peut dire quelque chose comme « C'est une question intéressante, permettez-moi juste une seconde pour bien structurer ma pensée. D'accord. » Ou bien « Je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle précis, laissez-moi réfléchir un instant. » Ça montre qu'on respecte la question, qu'on veut donner une réponse construite. C'est souvent mieux perçu qu'une réponse trop rapide et superficielle. Bien noté. Et puis arrive la fin de l'entretien. Le moment où le recruteur demande « Avez-vous des questions ?» Là, le guide est formel. Dire non, c'est une erreur. Une grosse erreur, oui. Parce que c'est une opportunité en or. Double opportunité même. Ah oui, pourquoi double? D'abord, poser des questions pertinentes, ça montre que votre intérêt est réel, profond, que vous vous projetez, que vous avez réfléchi au-delà de la description de poste. Et ensuite, c'est votre moment pour évaluer si ce poste, cette équipe, cette entreprise vous conviennent vraiment. L'entretien, ça va dans les deux sens, c'est pas un interrogatoire. C'est juste. Quelles seraient alors de bonnes questions à poser? Des questions stratégiques, comme dit le guide, qui montrent qu'on est déjà dedans. Alors, le guide suggère d'éviter les questions dont la réponse est évidente sur le site web, bien sûr. Mieux vaut viser des questions tournées vers l'avenir, la culture, les enjeux concrets. Par exemple, Du genre, quels sont les principaux défis que l'équipe va devoir relever dans les 6 prochains mois? Ou, comment est-ce que la réussite est évaluée concrètement pour ce poste? Ou encore, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la dynamique de travail au sein de l'équipe? Quelles sont les opportunités d'évolution ou de formation liées à ce rôle? et une question simple mais toujours utile. Quelles sont les prochaines étapes du processus de recrutement? Exactement. Ça, c'est indispensable. Ces questions, elles ouvrent la discussion sur le quotidien, sur l'avenir. Elles montrent que vous pensez déjà à comment vous intégrer et contribuer. Et elles permettent aussi de récupérer des infos clés pour notre propre décision, si jamais on reçoit une offre. Tout à fait. Ce qui nous amène logiquement à la 3e et dernière partie, ce qui se passe après l'entretien. Parce que oui, le processus n'est pas fini quand on passe la porte. Loin de là. La première chose à faire, c'est le suivi rapide, le fameux email de remerciement. Toujours d'actualité, hein? Essentiel. Et envoyé dans les 24 heures, idéalement. C'est une marque de politesse, de professionnalisme. Mais le guide insiste sur un point. Surtout pas d'email générique, bateau. Il faut personnaliser. Absolument. Remercier pour le temps accordé, ça c'est la base. Réitérer son intérêt pour le poste, bien sûr. Mais surtout, essayer de faire référence à un point précis de la discussion. Quelque chose qui vous a marqué, un sujet abordé. Ça montre que vous avez vraiment écouté, que vous étiez présent. C'est ça qui rend l'email mémorable. D'accord. Et ensuite, le temps passe, on n'a pas de nouvelles. La fameuse relance. Comment on fait ça sans avoir l'air d'harceler ou d'être trop impatient? La meilleure approche, c'est d'avoir demandé le calendrier à la fin de l'entretien. Quelles sont les prochaines étapes et sous quel délai environ?
Si ce délai est dépassé, disons de quelques jours, une semaine, ça dépend du contexte, alors là, un petit email de suivi est tout à fait acceptable. Juste pour prendre des nouvelles. Oui, un email court, poli, concis, simplement pour savoir où en est le processus et en profiter pour réitérer une dernière fois son intérêt. La clé, c'est la patience et le respect du temps du recruteur. Le guide mentionne même qu'on peut trouver des exemples, des modèles pour ce type de relance. Au-delà de ce suivi très concret, le guide insiste aussi sur une vision à plus long terme, l'amélioration continue, voir chaque entretien comme une opportunité d'apprendre. C'est un état d'esprit hyper important. Le guide recommande vraiment de s'entraîner activement, pas juste avant un entretien, mais de façon plus régulière si on est en recherche. S'entraîner comment ? Répéter ses réponses ? Oui, répéter à voix haute, travailler son élocution, peut-être même se filmer, pourquoi pas, pour repérer les tics de langage, les gestes parasites. Et l'importance d'avoir un retour extérieur ? Se faire un peu challenger par quelqu'un d'autre. Fondamental, faire des simulations avec un ami, un mentor, un coach carrière si on peut. Quelqu'un qui a un regard neutre. Cette personne pourra pointer des faiblesses qu'on ne voit pas soi-même. Aider à affiner le discours, les réponses, la posture. C'est comme ça qu'on transforme les conseils lus ici ou là en vraies compétences. Et le guide parle aussi de faire un débriefing personnel systématique après chaque entretien, que ça se soit bien ou mal passé. Oui, absolument. Prendre un moment, à chaud ou un peu après, pour noter. Qu'est-ce qui a bien marché ? Sur quoi j'ai buté ? Quelles questions m'ont surpris ? Quelles réponses ont eu l'air de faire mouche ? Cette auto-analyse critique, c'est vraiment le moteur pour progresser d'un entretien à l'autre. Et pour finir, le guide aborde une dimension plus psychologique, mais qui semble tout aussi clé. La confiance en soi, l'attitude générale. Ah oui, le mental, ça joue énormément. Toute la préparation technique dont on a parlé, ça nourrit la confiance, c'est sûr. Mais il y a aussi une préparation mentale à faire. Visualiser l'échange de manière positive, se recentrer sur sa valeur, sur ses réussites passées. Le guide mentionne même l'impact d'une bonne hygiène de vie, bien dormir, bien manger, et des petites techniques de relaxation pour gérer le stress juste avant. Et cette confiance, comment on la montre sans tomber dans l'arrogance ? C'est un équilibre parfois difficile à trouver. La confiance authentique, celle dont parle le guide, elle vient de la solidité de la préparation. Et aussi de l'acceptation qu'on n'est pas parfait. C'est croire en ses compétences, oui, mais aussi en sa capacité à apprendre, à s'améliorer, à contribuer. Et ça se traduit par une attitude positive. Un enthousiasme sincère, mais pas débordant non plus. Un sourire naturel. C'est communicatif, en fait. Exactement. Ça laisse une impression très positive. Le guide suggère même, si on sent que c'est un vrai point faible, d'aller chercher des ressources externes pour travailler là-dessus. Type article de psychologie ou coaching. On a fait un bon tour d'horizon. Si on devait résumer l'essence de tout ça, les points vraiment essentiels. Je dirais 3 grands piliers qui se répondent. 1. La préparation en amont. Stratégique, profonde. La recherche, la connaissance de soi, l'anticipation. 2. La maîtrise du jour J. La logistique, la communication verbale et non verbale. Savoir poser les bonnes questions. Et 3. La démarche après l'entretien. Le suivi intelligent et surtout, cette posture d'amélioration continue. Apprendre de chaque expérience. Donc, préparer un entretien, c'est vraiment bien plus qu'une simple formalité. C'est un investissement sur soi, sur sa carrière, et chaque entretien, même s'il ne débouche pas sur une offre, est une source d'apprentissage. Absolument. Le succès repose sur cette rigueur dans la préparation, la confiance qu'elle génère et une attitude positive, constructive. Quand on a ça en tête, l'entretien devient moins une épreuve et plus une opportunité. Et peut-être pour laisser nos auditeurs avec une dernière piste de réflexion, au-delà de chercher à décrocher ce poste précis, comment est-ce que chaque entretien, chaque contact avec une entreprise peut nous aider à mieux comprendre ce que nous, on cherche vraiment ? Qu'est-ce que tout ce processus nous révèle sur notre propre idéal professionnel ? C'est une excellente question pour continuer la réflexion, en effet. Une belle façon de boucler la boucle. Merci pour cet échange très riche. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bienvenue dans Secrets de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent
pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.